Salut, alors cette semaine on va pouvoir finir sur le petit DAC à base de AK4396 et voir un peu ce qu'il vaut une fois qu'on a changé les composants qui étaient aux mauvaises valeurs et certains composants qui étaient problématiques. Ce DAC, comme quasiment tous les DAC de ce genre, nécessite un filtrage en sortie pour enlever de la HF et malheureusement ce DAC était à l'origine pour le AK4393 qui était un DAC à 96 kHz. Donc le filtre était calé ici à une fréquence de l'ordre de 62 kHz, qui correspond à 50% on va dire de la fréquence la plus haute qui va être sortie par le DAC, c'est 48 kHz. C'est à peu près les valeurs qu'on prend. Donc voilà. Donc le problème c'est que les valeurs des composants n'ont pas été ajustés lorsqu'ils ont mis à jour cette carte avec le nouveau qui est le 96 qui est compatible broche à broche mais qui a une fréquence d'échantillonnage qui est doublée. Donc comme ce truc là n'avait pas été mis à jour, en fait ça sert à rien d'avoir des DAC qui se retrouvent avec des fréquences d'échantillonnage aussi élevées si en plus tout est raboté par un filtrage qui n'est pas adapté. Alors pour recalculer les valeurs, bon, le constructeur les fournit. Mais si on veut les calculer à sa manière, si on n'a pas les composants éventuels que le constructeur donne, on a quand même la possibilité de trouver des combinaisons qui donnent à peu près la même chose. Donc ici, c'est une manière de calculer les composants de ce filtre. Ce filtre, en fait, c'est la version symétrique de ce type de filtre qui est une topologie extrêmement courante, qui est celle des contre-réactions multiples. C'est la topologie qu'on rencontre aussi souvent que celle de Salomkay. Ce n'est pas celle de Salomkay, mais c'est très très similaire. Cette version ici, ça c'est la version standard qu'on trouve un peu partout, qui est asymétrique. Alors, dans la version du constructeur, ils mettent les deux résistances ici égales, ce qui n'est pas obligatoire, hein, on pourrait très bien généraliser. Mais bon, là, ici j'ai les valeurs de la fréquence de coupure et coefficient de qualité pour cette configuration-là. Sachant que bon, la fréquence de coupure, bon, c'est à peu près 50% au-dessus de la fréquence la plus haute qui va être reproduite. Et le coefficient de qualité, il est préférable de l'avoir à peu près au maximum à 1 sur racine de 2, qui est la valeur qui est plate au maximum, qui ne dépasse pas, qui ne fournit pas de surtension vers la coupure. Donc ça, c'est les moyens de le calculer avec ses propres valeurs. Alors, ça, ici, c'était les valeurs à l'origine, avec que des résistances d'1 kΩ, une capa de 1 nano ici et 3 nano là. Alors, il y a une subtilité ici, c'est que la version symétrique, c'est la même, avec toute cette partie-là qui est mise en miroir en dessous, attachée à la pente plus, et les sorties ici qui sont mises à la masse. On se retrouve avec deux condensateurs C1 en série, avec le point milieu à la masse. Alors, comme on amplifie des signaux différentiels ici, le point de masse, lui, il est optionnel, on n'en a même pas besoin. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux condensateurs C1 en série. Donc ici, dans la version qu'on a là, en fait, ils ont été fusionnés en un seul, qui est de valeur divisée par 2. Alors ça n'a que des avantages, ça enlève un condensateur du circuit, et en plus celui qui reste est 2 fois plus petit. Donc ici, la valeur c'est C1 sur 2. Hein, la valeur donnée par le constructeur dans leurs exemples, c'est en fait 6,6 nano. Comme ça. Donc 3,3 nano lorsqu'il est mis dans la version symétrique. Donc si on garde les valeurs d'origine, on se retrouve avec 62 kHz et un coefficient de qualité de 0,85 et qui donne un dépassement qu'on avait vu, qu'on avait commencé à percevoir lors de la dernière mesure sur ce circuit-là. On voyait qu'il y avait un problème de dépassement. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça veut dire que bon, on a un coefficient de qualité supérieur à 1 sur racine de 2. Alors, avec les valeurs refournies par le constructeur pour cette version-là, on se retrouve avec une fréquence de coupure de 125 kHz. Il y a un coefficient de qualité à peu près au maximum, quoi. Il y a très léger dépassement, mais là, c'est pas très grave. Alors moi en stock, j'avais pas vraiment ça. J'ai pris 2K5, 175 ohms. J'ai pris les résistances les plus précises possibles que je pouvais trouver pour avoir des branches parfaitement symétriques. Bon, c'est un choix. Je pense qu'il est plus important d'avoir des branches ici parfaitement symétriques plus que la valeur dans l'absolu des fréquences. Donc, ce qui évite peut-être des asymétries ou des choses comme ça. Donc, bon, j'ai choisi les résistances les plus précises que j'avais en dessous du pourcent. Donc, c'est des résistances de 0,5%. J'avais ça en stock. Et les condensateurs que du polypropylène ou du mica argent qui, malheureusement, est de grosse taille. Alors, j'ai pu trouver ça qui est relativement petit, qui rentre à peu près. Mais bon, du polypropylène, ça marche très bien.
Le problème de ce circuit-là, c'est qu'il y a très peu de place. Donc, le problème, c'est que ces condensateurs tendent tout de suite à être beaucoup plus gros que les versions film. Et comme on a vu que les films peuvent poser des problèmes, malheureusement, bon, il faut trouver des compromis. On peut trouver des condensateurs qui rentrent à peu près, mais il faut vraiment faire attention au pas et à l'encombrement, parce qu'il y a quand même du monde autour. Donc, avec ces valeurs-là, j'ai une fréquence de coupure qui est un peu plus basse, mais c'est pas critique. Hein, et puis, il y a un coefficient de qualité qui est à peu près le même. Donc, voilà. Donc, le DAC a été remonté avec ces valeurs-là. Il est remis dans les conditions normales d'utilisation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remesurer, donc dans les conditions normales. On va voir si ça colle bien aux spécifications du constructeur, voir si en fait l'implantation et la mise en œuvre de ce petit DAC colle bien avec ce que le constructeur fournit comme résultat avec sa propre platine d'évaluation, qui elle est plus complexe. Et en plus, on va comparer quelques ampli-op entre eux pour voir si on arrive à détecter des différences. Alors, je ne vais pas faire tous les ampli-op de la Terre que j'ai en stock, mais j'en aurai peut-être une quinzaine à tester. Je vais en prendre un certain nombre de typiques. Alors, je prends d'abord l'ampli-op qui est fourni avec 5532. Alors moi j'ai une version juste pour rigoler qui est RC5532, qui est une version céramique. Je crois que c'est National qui fait ça, je ne sais plus qui faisait ça, mais bon. C'est une version céramique qui n'est pas très courante, mais bon, c'est pareil que l'autre, sauf que c'est plus joli. On va essayer un LME 49720 en TO 99, une version en boîtier rond, autant choisir des trucs exotiques. Alors ça, c'est une des références parmi une série qui sont totalement équivalentes. Comme le LME 49860, qui est le même avec une tension d'alimentation plus élevée, plus ou moins 22 volts, alors que l'autre supporte 18 volts, et le LM 4562, qui est l'équivalent du LME 49720. Ces trois-là font vraiment partie de la même série, et il y a même des mauvais copier-coller de datasheet entre celui-là et celui-là. On retrouve les courbes de l'un dans l'autre par erreur. Enfin bon, ce qui veut dire que vraiment, ça, c'est les mêmes. Ils ont juste changé les références. Bien que celui-là supporte un petit peu plus en tension d'alimentation. Mais au niveau caractéristique, c'est vraiment identique. Et on essaiera un OPA 2134 chez Burbrand, qui est de tête, je crois que c'est un DFET, donc un truc à entrée faite. Et on va essayer un ancêtre d'un TL82, j'ai en céramique aussi. Qui a l'étage d'entrée faite à l'ancienne, donc qui est vraiment le vénérable ampli-op qui est nettement en dessous des autres techniquement. Donc est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas, ça va être la surprise. Donc on va essayer ces quatre ampli-op typiques. On rencontre d'une manière assez récurrente par-ci par-là. On va voir si on peut détecter des différences ou pas au niveau du bruit de fond et de la distorsion. Donc, les mesures que je vais faire, ça va être des FFT sur 1 kHz. On pourrait passer des heures à faire des tas de mesures, donc je vais faire assez compact. Je vais faire FFT à 0 décibels, 96 kHz avec le spectre de distorsion, et la FFT avec un signal à 0 pour voir le bruit de fond et voir comment ces ampli-op se différencient. Donc on va aller brancher tout ça et puis on va voir ce qui se passe. Alors juste deux mots sur les composants qui ont été utilisés. Ça, ce sont des résistances. Ici, ça c'est du 175 ohms et 2K5. Surtout 2K5, c'est pas une valeur très courante, mais c'est ce que j'avais en stock. Ce sont des résistances de 0,5%, donc avec une bague verte au niveau de la tolérance. Donc ça, bon, ça c'est facile à trouver sur eBay, des trucs comme ça, mais bon, des trucs de précision, métal, standard, ça va très bien. Faut se méfier de la taille, donc faut prendre ici c'est des 1/4 de watt, faut que ça rentre, faut que ça soit, on a vite fait de tomber sur des très bonnes résistances qui sont toujours un peu trop grosses. Donc bon, les résistances ça pose pas plus de problème que ça. Ce qui est plus embêtant, ce sont les condensateurs. Alors, par exemple, pour les 680 picots, voilà deux versions mica-argent, sachant que le condensateur d'origine est beaucoup plus petit que ça encore. Ça, le problème du mica-argent, c'est que c'est très très gros. Alors si je voulais donner la taille du condensateur d'origine, c'était ça.
Voilà, ça c'est les condensateurs qui étaient montés. Donc on voit tout de suite que on peut avoir vraiment le problème de ne pas avoir la place. Alors ce mica-argent là, il rentre. Ces deux-là font à peu près 680 picots. Donc il faut se méfier. Et souvent quand on en achète, la taille n'est pas vraiment indiquée. Il faut vraiment bien vérifier qu'on ne tombe pas sur un truc qu'on ne pourra pas monter sur la carte. Là, on a quand même des différences qui sont assez considérables. Donc il faut vraiment se méfier. Bon, celui-là, il rentre sur la plaque. Donc on peut utiliser des mica-argent pour les CAPA de 680. Par contre, pour les CAPA de 3.3 nano, ça rentre pas. J'ai utilisé ça. C'est des petits cylindres. Alors c'est pareil, le problème c'est que ce sont des CAPA qui sont rondes, qui sont pas plates. Donc le pas est le même. Le pas est le même que le truc d'avant. Sauf que bon, bah, faut pousser un peu pour que ça rentre à cause du diamètre. Et bon, la hauteur, c'est pas un problème. L'avantage, c'est justement ici, toute la taille est mise vers le haut, donc ça pose moins de problème, ça rentre. Donc ça, c'est les 3.3 nano en polypropylène. Alors, ces versions-là sont plutôt précises. Alors, c'est pas bien grave si elles sont pas. Hein. Ce qu'il faut, c'est en acheter plein et les trier pour qu'elles soient de valeur identique. Pour elle, la valeur en elle-même n'est pas super critique. Là, ce qu'il faut surtout, c'est les trier pour que ce soit à peu près pareil. Alors celles-là, elles font 5%, ce qui n'est pas très précis, mais en les mesurant toutes, elles sont à peu près toutes pareilles. Donc bon, et c'est vraiment très très pessimiste au niveau des tolérances. Le mica-argent, c'est pareil. Ça, c'est des 5%. On peut trouver de tout jusqu'à 1%, mais en triant, en prenant quelques-uns en plus, on trouve des paires qui fonctionnent très bien. Alors ça, bon, vraiment le critère le plus embêtant ici, c'est la taille, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place sur le circuit. Alors en ampli-up qu'on va tester, on a celui-ci qui est celui le plus standard, enfin le plus banal, on va dire, de référence, le 5532. C'est une version céramique qui c'est pas très courant, effectivement, mais bon, il a exactement les mêmes caractéristiques. À côté, on va essayer le LME 49720, qui est une version en TO. Bon, c'est parce que j'ai que ça en stock, hein, ça n'a pas vraiment d'avantage. Le boîtier, lui, est isolé du reste. On peut avoir quelquefois besoin de relier à la masse. Ça peut arriver que ça capte des trucs. Mais bon, c'est vraiment là. L'avantage, c'est que si ces circuits-là chauffent un peu, ce sont les amplis hop qui chauffent un peu, il y a un petit radiateur dessus, il ne peut pas faire de mal. C'est plus facile à refroidir que les versions DIL. Alors après, il y a l'OPA 2134, qui est vraiment un classique de Burbrand, hein, qui est très utilisé dans le mode de Jeffy, qui est un excellent ampli a priori. Et dernier, c'est un TL82. Ça, c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Alors ça, c'est une version céramique, pareil, c'est une version militaire et tout. Mais bon, ce sont quand même des TL82. Alors, quelque chose que l'on peut trouver souvent sur eBay, ce sont ces montages qui sont faits à partir d'ampli hop simples pour mettre sur des supports d'ampli hop double. Alors ça, c'est une version d'un des plus meilleurs ampli hop disponibles sur le commerce, c'est la D797, qui est une version malheureusement simple et qui on peut trouver montée sur un circuit. Alors, il y en a deux en boîtier SO qui sont interchangeables directement pour ce style de truc. Malheureusement, il y a des pièges. Il y a un piège. Ça marche pas partout parce que c'est un ampli hop qui est difficile à utiliser en gain unitaire. Malheureusement, il est vendu comme tel. On a l'impression qu'on va le mettre, mais en fait, il oscille très facilement et il a des instabilités à cause de ses caractéristiques de gain très très élevés et de stabilité à gain unitaire. Alors, il est stable à gain unitaire pour peu qu'on prenne des précautions et qu'on mette des capacités de compensation qui sont, faut lire le datasheet pour ça, et pourtant ils sont vendus sans rien, ils sont vendus nus comme ça, juste avec les puces soudées sur un petit circuit imprimé. Le problème c'est que déjà les pattes sont beaucoup plus loin qu'un simple circuit DIL standard, et en plus en gain unitaire, il y a une chance sur deux pour que ça merde. Alors ceux-là ne fonctionnent pas sur l'appareil. Il y a certains canaux qui oscillent, d'autres qui marchent vraiment pas, certains qui créent des bruits plus ou moins aléatoires, et c'est vraiment pas fiable ni stable. Alors je les conseille absolument d'utiliser ce genre de truc dans cette situation-là. Ce sont des ampli hop très faible bruit qui sont faits pour avoir du gain. C'est pas fait pour faire des buffers suiveurs ou des filtres qui tournent autour de buffers suiveurs ou choses de ce genre.
ça ne marche pas bien avec ça. Donc, je ne ferai pas l'essai, ça sert à rien. Je déconseille fortement d'utiliser ce genre de truc. Ce sont des amplis de course qui doivent être utilisés vraiment dans des endroits critiques. Si c'est pas critique, ça sert à rien, de toute façon il n'apportera rien. Donc, on va essayer avec ça, en vitesse, les mesures les unes derrière les autres. Alors ici j'ai le DAC qui est monté. Donc on voit ici les deux CAPA 33 nano qui rentrent vraiment pile poil. Hein. Elles touchent les résistances qui sont derrière, les résistances rouges derrière qui ont été changées. Donc, et les mic argent là qui rentrent pile poil. Hein. Donc bon, pour ce circuit-là, ça passe. Pour d'autres DAC avec d'autres puces, il faut vraiment se méfier des implantations parce que c'est quand même serré et il n'y a pas beaucoup de place et pas beaucoup de degrés de liberté si on veut vraiment changer les trucs. Alors, on remarque ici que j'ai enlevé l'écran électrostatique. C'est bon, là, je vais le remettre, hein, mais le problème, c'est que ce DAC-là est une sorte de faux classe 2, sachant qu'il est fourni avec une prise IEC. Une prise IEC. Ça, c'est la prise qui est fournie. Ce qui est rigolo, c'est que ce qu'il y a à l'autre bout, c'est une prise comme ça. Voilà, ça, c'est le câble qui est fourni. Alors, on se demande bien à quoi sert la terre, qui est là, qui n'est pas là. Et, bien entendu, le câble de ça est relié à la terre. Donc, l'écran ne sert absolument à rien, il est branché en l'air. Bon, je vais le transformer en classe 2, en classe 1, c'est-à-dire avec prise de terre normale. Hein. Je conseille de faire ça, donc de brancher l'écran sur la prise de terre, de brancher le boîtier à la terre et de relier la fiche d'entrée, la masse, etc. Vraiment de câblage classique avec un appareil de classe 1. Mais ce qui est fourni d'origine est une sorte de truc bâtard qui finalement n'est pas vraiment aux normes. Donc faut se méfier, il faut remettre ça correctement. Très bien, on va commencer par ce qu'on va prendre comme référence, le 5532. Actuellement, on va d'abord faire les mesures avec un signal 96 kHz, 0 décibels, donc pleine échelle, et on va voir ce que ça donne. Donc, à chaque fois, je vais faire une mesure sur une FFT, donc les plus grandes possibles, 32 768 points, avec un moyennage sur 16 mesures, ce qui permet de bien voir le plafond, enfin plutôt le plancher de bruit, et on va pouvoir voir voilà, les caractéristiques du DAC avec un 5532. Donc là, on voit que le bruit de fond il est à moins 130 décibels. Hein. Alors, on peut comparer avec le document fourni par le constructeur sur la platine d'évaluation qui donne ce style de mesure et on peut comparer. Alors je l'ai sous les yeux, mais donc ça me permet de voir si cet appareil-là se comporte comme leur platine. Bon, c'est exactement là. Pour cette mesure-là, on est exactement dans le même ordre de grandeur. Le plancher, il est bien à moins 130. On a une distorsion selon le canal. Ici, je ne représente qu'un canal. Hein. J'ai pris un au pif, je ne sais même pas lequel c'est, mais qu'importe. Sur le datasheet du constructeur, il y a une différence de H2 entre les deux canaux qui est assez grande. Ici, la H2 est très faible, la H3 est normale. On est en dessous de 100 décibels de distorsion. Bon, ça colle exactement comme ce que le constructeur donne avec sa platine qui elle utilise les tâches de sortie plus compliquées. Donc ça, bah voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer et elle va servir de référence pour les autres ampli-op pour comparer, voir si on voit quelque chose de spécifique. Donc à chaque fois, bah, je vais débrancher et changer d'AOP. Alors on va passer là à... Je vais prendre le LME 49720 dans son boîtier métal. Voilà. Donc c'est parti. Alors sur le papier, cet ampli-op là est meilleur que le 5532. C'est un des meilleurs disons, ampli-op universel qu'on puisse trouver pour l'audio, dont les prix a diminué assez fortement. Donc là, bah, ce qu'on voit, c'est que je vais aller rechercher l'autre, c'est que bon, bah, c'est parfaitement superposable. Donc c'est là, j'avoue, c'est difficile de c'est difficile de faire
de faire la différence. C'est exactement pareil. Donc là, j'avoue, changer d'ampli-up ne sert pas à grand chose. 5532 se comporte exactement comme l'autre. Ces ampli-up de course font la différence dans des situations beaucoup plus extrêmes que ça. Là, on est dans un DAC plutôt standard, même si quand même les niveaux de mesure, moins 130 décibels, c'est quand même quelque chose qui n'est pas mal du tout. Déjà le 5532, lui, se comporte déjà tout à fait correctement. Donc il n'est pas discernable du LME 49720. Donc on va essayer le Burbrand. Alors lui c'est un 2 courses mais d'une autre technologie. Donc c'est parti. Alors de tête, je crois que c'est un defect, mais je suis pas sûr. Il faudra le vérifier. Mais bon, c'est une référence. J'ai pris une référence qu'on voit très souvent, donc pour voir si voilà. Alors là, par contre, il y a des différences. Donc ça, c'est ce qui donne comparé à 5532. A priori, il y a quelques différences. C'est difficile de voir parce qu'on ne sait pas qui superpose à quoi. Je vais réessayer. Alors, on peut voir. Donc, l'H2 est à moins 100, ici moins 120. L'H3 est à moins 102,5. On va aller rechercher le 5532. Le 5532 a moins de distorsion H2. A quelque chose d'à peu près analogue. Ouais, c'est. Il a l'air d'être un peu plus bruyant. Non, c'est pareil. Je vais remettre comme avant. Ouais, non, c'est pareil. C'est vraiment difficile de faire le... On a l'impression qu'il y a eu de la distorsion qui est apparue, mais finalement, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça. C'est pareil. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Il faut se méfier des illusions d'optique quand les courbes se superposent, malheureusement. Bon, on va essayer... le TL82, juste pour voir. Alors jusque là, c'est vraiment pas impressionnant au niveau des différences. On ne peut pas dire qu'on soit extrêmement, ce soit très très visible et que les différences entre ampli-up soient extrêmement manifestes. Alors, TL82. Alors le TL82, c'est vraiment une vieillerie. Alors lui, il est pour un peu entrer avec des fêtes. C'est censé être plus bruyant et vraiment totalement obsolète. C'était vraiment utilisé à l'époque dans certains cas bien particuliers. Mais même ça, on ne voit même pas de différence. C'est bon. Quand on utilise un signal à pleine échelle comme ça, on voit aucune différence entre les ampli-up. On ne peut pas dire s'il a... A priori, il a l'air d'avoir plus de distorsion H2 que l'autre. Je cache, la distorsion H2 est à moins 115. Et si je vais rechercher l'autre, ouais, elle a 10 décibels de distorsion H2 en plus. Il a plus de distorsion quand même. Donc, ouais, là, on voit quand même quelque chose. Il y a un peu plus de distorsion sur ce truc, ce qui est à peu près logique vu le style d'ampli-up que c'est. C'est quand même un truc qui est assez dépassé. Donc, quand on l'attaque à pleine échelle, bon, à part le TL82 qui est un peu en dessous des autres, bon, vraiment, on voit pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le signal pour mesurer que le bruit de fond. Juste pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, je laisse le TL82. On va prendre celui-là en référence, comme ça, ça m'évite de le remettre et de l'enlever. On va remettre tout à 0 et on va simplement mesurer le niveau de bruit de l'appareil sans signal à l'entrée. Donc là, le plafond, enfin le plancher va descendre vraiment au strict minimum possible et on doit même voir apparaître peut-être des ronflettes ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, si je compare à ce qui est donné par le constructeur, on est à peu près dans ce qu'il donne aussi. Un truc un peu en cuvette qui remonte un peu en HF.
Ici un petit aiguille de 100 Hz en résidu, donc on est à moins 140 décibels. Donc bon, le truc est quand même assez bien filtré. Il n'y a pas vraiment de problème de ronflette à ce niveau-là. C'est bien plat, il n'y a pas de défaut. Voilà. Donc je vais garder celui-là comme référence. Ça c'est le TL82. On va revenir sur le 5532. Voilà. Alors on va comparer ça avec le 5532. Ah. On voit tout de suite une différence. Il y a 10 décibels d'écart, entre 5 et 10 décibels d'écart de bruit entre ces deux-là. Ce qui était un peu ce qui était attendu quand même. Les TL82 et autres amplis à FET stand conventionnels sont plus bruyants que leur alter ego bipolaire. Ils sont avantageux dans certains contextes, mais pas dans tous. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser du bipolaire a priori. Donc là, il y a une différence. Mais bon, le TL82, c'est quand même une vieillerie qui est pas terrible quand même. Donc bon. Alors je vais stocker celle-là aussi. Je vais stocker ces deux courbes-là, comme ça on va pouvoir les comparer aux deux autres. Là, je vais essayer le LME 49720. Donc c'est parti. Alors j'ai un peu la crève. Ça doit s'entendre, je pense. Mais bon, on va faire quand même avec. Ah, alors là c'est intéressant parce que le LME, lui, il a un boîtier métal, contrairement aux autres. Et a priori, il a l'air de capter des trucs. Alors ça, c'est pas l'appareil qui les génère, c'est autour. J'ai plein d'appareils branchés qui génèrent des tas de saloperies. Ça, c'est simplement le boîtier qui capte des choses et qui réinjecte des saloperies dans le circuit. Ce qui veut dire que au niveau du bruit de fond, les boîtiers métal comme ça, faut se méfier, ça peut avoir des désavantages. Ici, on voit qu'il capte des choses. Donc, je déconseillerais ce style de boîtier a priori. Alors, après, il pourrait être, par exemple, monté sur des radiateurs et mis à la masse ou des choses comme ça qui permettraient de finalement le blinder plus qu'autre chose. Mais là, le boîtier, il est flottant. Donc, on voit que quand même, il capte des choses. Ça, c'est assez intéressant de voir que les boîtiers métal, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein? Bon, ça reste quand même à des niveaux très faibles, mais on commence à voir apparaître tout ce qui vient s'incruster dans les caractéristiques intrinsèques de l'appareil. Donc, je vais mettre le dernier, l'OPA 2134. Donc lui. Voilà. Donc c'est parti. Bon, je vais le stocker celui-là. Là, dès qu'on atteint des niveaux beaucoup plus faibles, voire pas du tout, on commence à voir les choses qui déboulent. Quand on est à pleine échelle, en fait, le niveau, le plafond le plancher de bruit monte. Hein, c'est intrinsèque à ce style de DAC. Hein. Mais dès qu'on atteint les niveaux les plus faibles, on commence à voir les défauts qui arrivent. Alors ça, c'est intéressant parce que cet ampli-là est plus bruyant que le 5532 et consort. Hein, c'est pas un ampli-op aussi performant qu'on pourrait croire. Bon, il est très loin du TL82, mais on voit bien que son niveau de bruit est inférieur et supérieur au 5532 ou au LME. Donc, moi personnellement, je n'utiliserai pas vraiment ce style d'ampli-op, surtout qu'il est quand même plus cher, beaucoup plus cher que les ampli-op standards. Donc, on voit que ce qui a meilleure réputation, c'est pas forcément ce qui est le mieux dans l'absolu. Même si en pratique, bon, franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Mais en toute rigueur, c'est pas aussi bien qu'on pourrait le croire. Il donne plus de bruit que des ampli-op standards ou déjà plus de courses. Et là, ce qu'on voit vraiment, c'est parmi les quatre, eh bien, celui qui s'en sort le mieux, c'est encore le 5532 et de loin, parce qu'il est moins bruyant que tous.
et il capte moins de saloperie que la version Théo que j'ai du 49720. Bon, bien entendu, le 49720 ou son équivalent en boîtier deal, je pense que lui, il n'aura pas de problème. D'ailleurs, je dois avoir son équivalent deal, le 4265. Je crois que c'est ça. Je dois avoir un 4265 qui est là. Ouais, j'en ai un, c'est l'équivalent, mais je l'ai en boîtier plastique. On va le comparer en vitesse. Juste pour voir. Pour voir que les boîtiers exotiques style Théo et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc on va essayer celui-là. Moi je vais stocker. On va essayer justement ce. Là c'est donc un LM 4265, c'est ça, quelque chose comme ça. Là je le fais de tête et j'arrive pas à retenir ce numéro là. Je sais pas pourquoi. Donc c'est l'équivalent du LME 49720 à 4 chiffres. Là il capte des choses. Alors là j'ai une ronflette à 50 Hz, je sais pas, j'ai peut-être pas bien. Ouais. Mais bon, il a le niveau de bruit qui est du même ordre que le 5532, mais il capte des trucs. Je vais relancer une mesure, voir si j'ai pas touché quelque chose. On va voir ça. Ah, ouais, j'ai dû toucher un fil ou quelque chose comme ça. Alors, on va comparer par rapport à l'autre. On voit que l'autre, c'est tous les pics qui sont là. Tous ces pics-là, lui, il en a déjà beaucoup moins. Et même, à la limite, j'ai même l'impression qu'il est moins bruyant que le 5532. On va zoomer dans cette partie-là. Ouais, il est. C'est vraiment similaire. Mais il a peut-être même tendance à être légèrement moins bruyant. Je crois que là, on atteint les limites de l'ensemble, DAC, etc. Donc, c'est un excellent ampli-op, mais pour cette utilisation-là, a priori, il vaut mieux utiliser les versions plastiques. Donc, c'est plus cher que le 5532, mais ça marche au moins aussi bien. Et les versions métal qui sont vendues beaucoup plus cher posent, je pense, plus de problèmes au niveau bruit. Donc voilà, c'était vraiment un très rapide tour de quelques caractéristiques de ce truc. Bon, il fonctionne très bien. Hein, quand on l'écoute, en fait, il n'y a absolument rien de spécial. Il sonne très bien, il fonctionne parfaitement. Là, je le pousse à l'extrême avec des mesures qui montrent vraiment les plafonds de bruit, enfin les trucs pour montrer vraiment des différences très subtiles entre composants. Mais sinon, bon, le rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Si on veut vraiment s'équiper de DAC sans vraiment se ruiner, il suffit de prendre ça et on n'est vraiment pas emmerdé à se prendre la tête avec des trucs super exotiques. Voilà. Donc, quand on n'a pas trop de sous et qu'on veut quelque chose de bien, ce truc-là, le DAC avec l'AK 4396, c'est cette platine qu'on retrouve partout dans tous les sens et qui coûte vraiment pas cher. Je le conseille parce que ça marche. Par contre, bon, faut changer les composants pour revenir correctement. Et je conseillerais aussi de mettre des petits radiateurs si possible. Alors attention au court-circuit, mais mettre des petits radiateurs sur les régulateurs qui ont tendance à chauffer pas mal. Hein. Sinon, dans le petit boîtier élégant et tout ça, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Mettre un 5532 et on n'a vraiment plus à se prendre la tête avec ça.